Bonjour, j'ai le plaisir donc ce soir de recevoir le réalisateur David Trueba, que vous connaissez depuis déjà très longtemps et qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir cette année présenter son film, un film qui est en ouverture de ce festival et en compétition pour le prix Jules Verne, le prix du jury jeune et le prix du public. Donc, je vais dès à présent m'entretenir avec le réalisateur David Trueba. Bonjour Pilar, je suis très content toujours de participer au Festival de Nantes. Merci beaucoup d'être là, un plaisir de pouvoir parler avec toi. Toujours dans le regret de ne pas partager tous ces moments que je me rencontre dans cette salle dans laquelle on se trouve. Mais c'est aussi important de parler de cinéma et utiliser ces moyens qui sont à notre disposition pour parler de ce film. Je voulais, en te présentant, dire à ceux qui vont nous écouter, puisque maintenant le festival élargit le public au-delà de Nantes et la région, te présenter comme, je vais commencer par journaliste, écrivain, scénariste et réalisateur. Et tu es aussi parmi ces réalisateurs, réalisatrices incontournables pour notre festival qui fête enfin cette année ses 30 ans. Et à ce titre, tu viens cette année présenter deux films, Vivir es fácil, dont tu as déjà parlé avec José, et puis présenter ce film en compétition de ce côté-ci du monde. En 2019, pour remonter un peu à l'année où on était dans cette même salle, tu étais venu présenter en compétition aussi le film Presque 40 ans, et puis un ouvrage que j'ai ici avec moi, qui est « Bientôt viendront les jours sans toi ». Et à la fin de cette rencontre, je suis allée te rencontrer pour que tu me dédicaces ce roman. Et tu avais mis comme dédicace, je vais le traduire en français, pour Pilar, à condition qu'il me fasse permanent du Festival de Nantes. Donc, en tant que permanent et non pas intermittent de ce festival, je vais avoir le plaisir d'être interviewée. Et j'ai toujours cet ouvrage à côté de moi parce que je crois que c'est aussi une leçon de vie. Donc, dès à présent, je vais te demander si tu pouvais présenter ce film pour les spectateurs qui l'auront déjà vu et pour d'autres qui vont peut-être le voir dans les prochains jours. Bon, bien sûr. Vous allez voir un film qui s'appelle en espagnol A este lado del mundo, de cette côté du monde. Et c'est un film qui parle de la position d'un citoyen normal vers les problèmes de l'immigration. Spécialement, le film est tourné dans un petit ville de l'Espagne, en Afrique, qui s'appelle Melilla, que c'est une place très, très intéressante parce que c'est une première frontière, c'est une ville européenne en Afrique, dans le continent africain, et c'est un premier pas pour beaucoup de personnes qui essaient d'arriver au continent. Et en même temps, c'est une expression de les difficultés, c'est une expression de barrières, de protection, et c'est une expression d'un conflit permanent dans l'être humain entre le désir d'améliorer la vie, que c'est un désir personnel et je crois que très important pour l'évolution du monde, mais en même temps les impossibilités de le faire, de voyager, d'émigrer dans le monde parce qu'il y a des pays riches qui se protègent et qui protègent son statut dans le monde. Et c'est toujours une guerre qui n'a pas une résolution facile, qui n'a pas une solution facile. Et pour moi, c'est un cadre du conflit contemporain que c'était très important à raconter d'un regard qui, je crois que ce n'est pas le regard habituel victimiste de ce type d'histoire. Et j'espère que c'est un film qui vous fera penser et qui vous fera faire partie d'une conversation et d'un débat intéressant. Merci.
Je voulais donc te poser une question en ayant suivi un peu le déroulement entre le moment où on annonce que le film va être projeté au Festival des Málaga et toute la période qui précède. Alors la question en tant que spectateur, c'est pourquoi on n'a pas eu connaissance de ce tournage auparavant. D'habitude, le réalisateur, quelques mois auparavant, etc., disent « mais voilà, je vais tourner à tel endroit, je vais faire ci, ça ». Ton film nous est arrivé presque déjà quand il était terminé et au moment d'être diffusé. Bon, parce que c'est un film qui est fait dans des conditions très de guérilla, dans des conditions très secrètes, aussi pour avoir la possibilité d'aller dans les places réelles, dans la frontière, dans la ville de Melilla. C'est pas facile d'arriver là et avec des déclarations publiques de je vais faire un film sur ce problème et tout ça. Mais au contraire, c'était très important d'arriver là, de filmer là, d'être là sans faire de bruit, parce que de cette façon, tu peux faire un portrait réel des choses qui arrivent, des choses qui passent, les choses telles qu'ils sont. C'est pas une récréation cinématographique des choses. Il y a beaucoup de spectateurs qui me disent c'est un film qui a une partie documentaire dans un film de fiction. Et c'est vrai. Et quand tu fais un film documentaire, tu n'annonces pas je vais faire ça et je vais être là. Tu vas là et après tu fais une construction de la réalité pour parler du conflit ou parler de l'essence du film. Et en même temps, c'est un film fait dehors l'industrie espagnole du cinéma. C'est un film qui n'a pas l'appui du gouvernement, c'est un film qui n'a pas l'appui de télévision, il n'y a pas l'argent de, je ne sais pas, des grandes maisons de production. Alors c'est un film fait à l'intimité, dans un groupe très petit. Et c'est pour ça que c'est un film, l'arrivée, ça a été un peu surprenant pour tous, parce que les gens, ils ne s'attendent pas qu'on travaille dans un film dans ces conditions. Donc aussi, puisque tu parles d'un film petit, je dirais par rapport au Festival de Nantes qu'une grande partie des réalisateurs, réalisatrices qui viennent présenter leurs films pendant toutes ces années, quand ils sont devant le public, la première chose qu'ils disent, c'est en français, parce que c'est la phrase qu'ils connaissent, c'est un petit film que vous allez voir ce soir. Bon. Alors les spectateurs français qui sont habitués à écouter vos collègues du cinéma français, c'est un grand film, c'est un film important, c'est un film que vous allez voir, etc. Et vous avez toujours cette sorte de modestie naturelle qui est, vous allez voir ce petit film. Donc, je parle de Víctor García León, je parle de Paco León, je parle de Jonas Trueba, etc. etc. Bon. Alors, ici, tu parles des petits films. Mais en même temps, ce que je voudrais, c'est que peut-être pour les spectateurs, tu développes un sujet qui est récurrent dans tes déclarations, écrites ou vraiment au moment des interviews, c'est qu'est-ce que tu entends par petit film, parce qu'en même temps, tu accompagnes cela d'une énorme exigence et d'un respect très grand pour le public. Oui, pour moi, les problèmes de films, de petits films, c'est que toujours c'est une phrase qu'on utilise dans un sens d'avoir la charité de spectateur. Un peu comme on dirait, bon, comme je suis pauvre, vous devez me juger d'une façon très généreuse parce que bon, j'ai pas fait un film riche. Mais c'est pas le cas. Je fais toujours des films industriels, des films qui sont faits pour le public, des films qui parlent des choses qui peut-être ne sont pas les choses qu'on voit d'habitude dans les films, mais qui parlent des choses de l'actualité, qui parlent des choses qui sont dans les débats. Et alors, je vais faire partie de ça, et ça, c'est une ambition. Et quand tu fais, même si c'est un petit film, l'ambition, c'est de faire un film qui change un peu la tête des gens. Et sur ce cas, j'avais toujours l'impression que presque tous les films que je vois sur l'immigration sont déjà faits d'une vision un peu victimiste de l'immigrant, comme une personne d'une grande souffrance, une personne qui fait un parcours de toute l'Afrique et arrive dans des conditions épouvantables. Et c'est vrai. Et je crois que c'est une raconte un peu d'une épopée, du voyage et tout ça. Mais dans ce cas, je voulais faire une chose très incommode.
c'était parler de notre position comme citoyens dans les pays de réception. Qu'est-ce qu'on fait vers ça et quelle est notre attitude? Pas l'attitude des personnes qui sont très, très intégrées dans le monde politique ou le monde social d'aide aux migrants ou qui ont une espèce de, comment dirait, d'idéologie sur l'immigration. Mais par contre, le protagoniste du film, c'est une personne qui n'a pas aucun intérêt dans l'immigration. C'est une personne qui la seule chose qu'il veut, c'est dormir, gagner son argent, avoir une famille, mais qu'il pense, mais ça c'est un problème qui c'est pas à moi. Et ça c'est un problème, je crois, de la grande majorité des Européens qui pensent que le problème de l'immigration, c'est pas un problème à eux. Par contre, je crois que c'est le grand problème du siècle. Je crois que c'est le grand problème de la construction européenne. La construction européenne, un peu avec la pandémie, ça s'est encore plus révélé, c'est l'isolation de l'Européen du monde. C'est comme de protéger le statut d'une espèce de population privilégiée dans le monde, sans relation avec la pauvreté, la précarité, tout ça, sauf la charité. Nous sommes des bonnes personnes, alors on fait la charité. Mais je pense que l'idée, la construction européenne, doit être la construction du monde. Pas seulement la construction européenne. Il faut penser le monde, parce que l'Europe, c'est une conséquence des gens qui ont pensé que le monde, c'était une partie complète. C'était pas le nationalisme d'un pays, c'était pas la protection d'un statut. Non, c'était l'idée du monde. Et alors, le problème des contemporains, c'est qu'on n'a pas une idée du monde. On n'a pas seulement une idée des nations, une idée d'identité, une idée locale, ou même une idée du marché commun. Mais on est en guerre avec tout le reste du monde. Et ça, c'est le contraire de l'idée européenne. Je crois que la construction européenne, c'est une idée de générosité, mais aussi d'ambition, de changer le monde, de faire du monde une place habitable. Et les droits de l'homme ne sont pas les droits des Européens. Les droits de l'homme sont les droits de tous les hommes dans le monde. Alors, il faut faire quelque chose, parce que l'immigration, c'est un problème des conditions de vie dans les pays d'origine. Ce n'est pas seulement les conditions de vie dans les pays d'arrivée, qui c'est un problème terrible aussi. Mais ça commence dans un cycle qui est un parcours circulaire qu'on ne sait jamais où ça commence. Et alors, il faut parler de ces problèmes avec essayer de faire une espèce de réaction dans les gens, de dire, tu ne peux pas regarder dans un autre côté, tu ne peux pas de faire l'indifférence à ces problèmes, à ces drames, parce que c'est nos drames, c'est notre vie, c'est le futur de l'Europe. L'immigration, c'est le futur du monde. Je crois qu'en t'écoutant parler de ça, de cette question, qui est une question prioritaire, donc, et qui a modifié la plupart des débats de la classe politique dans nos pays, puisque finalement, elle s'est incorporée, elle a créé des clivages au sein de chacune des forces politiques dans les différents pays. Et je me dis aussi que tu es journaliste en même temps, tu parles dans tes articles pour El País ou dans tes interviews à la radio, tu parles souvent de cette question. Alors, comment faire la différence? Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, mais aussi pour moi. Comment faire la différence entre toi, David, journaliste, et toi, David, réalisateur de ce film? Oui, parce que c'est très intéressant cette question, parce que c'est une chose que j'essaie d'exprimer toujours quand les gens me demandent quelle est la différence de mes métiers comme auteur de fiction ou créateur de fiction et en même temps journaliste. Et j'ai dit qu'ils sont les deux autorités d'une même idée. Il y a l'autorité du journalisme, que c'est pour moi, dans mon sens, le journalisme, c'est l'expression des faits concrets, des choses qui arrivent, des choses qui passent dans le monde. Mais dans le cinéma, dans les romans, ce que tu fais, c'est de prendre la réalité
et d'essayer de faire une construction fictice du conflit pour essayer de trouver une sensibilité au public avec ces éléments. Et ça, ce sont des façons d'approcher un même conflit. Et dans ces cas, par exemple, ce que j'écris dans les journalismes, c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce qu'il est possible que l'immigration, les problèmes de l'immigration, ce soit arrivé à faire partie du programme politique de la réaction, du programme politique et les partis conservateurs dans tout le monde, la droite du monde international. Et la solution, c'est parce que la gauche n'arrivait pas à avoir une sensibilité sur les effets de l'immigration dans nos pays. Et c'est pour ça qu'on voit des choses qui sont pour moi très intéressantes. On a fait une campagne contre l'attitude de Donald Trump dans la frontière du Sud, dans la frontière mexicaine des États-Unis. Mais quand Joe Biden est arrivé au pouvoir, il a un problème immédiatement d'arrivée massive des gens qui pensent avec Joe Biden, je peux transposer. Alors, le problème, c'est que le discours, c'est complètement superficiel dans les deux sens. Parce que Donald Trump, il a utilisé ça pour gagner les élections. Et Joe Biden a essayé de faire un humanisme un peu plus constructif, mais il a ignoré les problèmes. Les problèmes, c'est pas, on ne va pas les résoudre avec de bonnes intentions, de bonnes paroles. Et c'est pour ça que la droite gagne toujours sur ce conflit, les votes. Parce qu'il parle du problème. Et le reste, il parle d'une espèce d'utopie irréalisable. Alors, ça, c'est une chose que quand tu parles dans la presse, tu peux exprimer d'une façon intellectuelle, d'une façon journalistique, et tu peux dire, ça s'est arrivé à la frontière de Mexico, ça s'est arrivé à la frontière espagnole, ou italienne, ou grecque, ou turquois, n'importe où, c'est toujours le même problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'approche? Parce que l'approche doit être une approche sur les citoyens, sans idéologie, sans penser que l'immigration, c'est une question de droite ou de gauche, qu'il y a une résolution de gauche et une résolution de droite. C'est pas vrai. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. Alors, quand il y a un problème sans solution politique, tu dois trouver une solution sociale, une solution morale. Et ça, c'est ce qui arrive au protagoniste du film. Il ne veut pas trouver une solution, il veut faire un travail, tourner à Madrid, en Espagne, sans que Melilla signifie rien à sa vie. Mais le problème éclate pour lui. Et il doit prendre une position. Et c'est une position pas politique, c'est une solution personnelle. C'est toujours la même chose. On parle de politique toujours, mais il y a les personnes. Qu'est-ce qu'ils pensent les personnes? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les actions des personnes? Parce que les gens, je ne connais pas beaucoup de personnes qui se reconnaissent comme racistes ou classistes. Non, c'est un problème intérieur de réaction, de protection. Il y a les personnes qui vivent dans la crainte, dans les terreurs de ce qui m'arrivera, ce qui arrivera à ma famille. Alors, il y a des personnes politiques qui utilisent la peur de gens. Et la peur, c'est les grands arguments d'exploitation politique dans nos jours. Il y a la peur de l'infirmité maintenant, mais il y a toujours la peur des autres, la peur des immigrants, la peur de ceux qui arrivent. Tu vas perdre ta position, tu vas perdre ton statut, tu vas perdre ce que tu as, les droits dans la maison, les droits du travail, tout ça. Tu vas les perdre parce qu'il y a ces gens qui arrivent et tu enlèves tout. Et ça, c'est la chose que je crois que c'est les vrais conflits. Parce que la peur, c'est libre. Il y a les personnes, on ne peut pas lutter contre nos peurs sans information, sans culture et sans vérité dans nos informations. Et la vérité, c'est que l'immigration arrive toujours avec la droite au pouvoir et avec la gauche au pouvoir. Ils arrivent toujours. Il y a une seule personne qui a une solution pour ça. Je trouve intéressant dans le personnage que tu as choisi, donc Alberto Berto, et cet acteur qui est vraiment remarquable, on parlera après des acteurs, la façon dont il rentre dans la problématique de l'immigration, c'est
c'est à travers la consultation, à travers son ordinateur, des informations, des vidéos, des articles de presse qu'on voit vraiment que son prédécesseur lui a légué, mais il y a quelques articles. Donc, il rentre à travers ces médias, ces moyens. Donc, chez lui, il y a dans ce regard qui est souvent vide, parce que cet acteur, c'est un acteur extraordinaire, avec son côté faussement naïf, qui regarde, il scrute la presse, il y a la référence au pape, etc. Donc, tout ça vient petit à petit, comme si vraiment cela commençait à l'imprégner. Et puis, il y a cet autre pendant de ce regard sur la question migratoire, brutal, à travers une femme, membre d'une institution qui, en Espagne, a été vraiment source de beaucoup de rejets. Et ici, ces membres de la garde civile, Narore, apportent une vision, une image de la réalité qui est, comme souvent dans ton cinéma, à contre-emploi. Parce qu'on imagine que quelqu'un qui incarne la garde civile va être là pour avoir un discours institutionnel auquel on s'entend. Mais comme d'habitude, dans les deux cas, dans les deux personnages, le spectateur, on est un petit peu pris au dépourvu, parce que ni l'un ni l'autre remplissent le rôle. Alors, comment tu peux expliquer ces deux rôles, ces deux personnages et ces acteurs? Je voulais laisser les spectateurs faire le parcours du protagoniste dans le film. Et alors, pour moi, le protagoniste, c'est une personne qui arrive très lentement sur le conflit, pas très vite. C'est pas un film éclatant, c'est un film qui arrive très lentement à établir les discours. Alors, il y a ce personnage qui arrive dans la ville de Melilla pour faire un travail qu'on ne connaît pas. Et il a des informations sur les problèmes de ce qui se passe à la frontière de Melilla, en Afrique, à l'arrivée de la communauté européenne, des immigrants. Mais il commence, comme tu as dit, à se renseigner dans l'Internet, à écouter des différentes approches sur les mêmes problèmes. Et il y a cette femme qui arrive dans sa vie, que c'est comme une espèce de garde de protection pour lui, d'information, que c'est une garde civile de la frontière. Et il commence à avoir une information plus crue du conflit et plus, comment on dirait, réaliste sur la place des personnes qui travaillent sur là. Et ça commence à lui donner un peu une idée plus complète du carré. Mais il y a toujours un manque dans toutes ces explications, que c'est le parcours vital des personnes. C'est la négation, c'est toujours tous les problèmes sur les barrières de contrôle des immigrants. C'est qu'ils partent d'une idée de nier l'humanité des personnes qui essayent d'arriver. Il n'y a pas une identification de que ces gens sont personnes avec des histoires particulières, des histoires familières, des histoires personnelles. Alors, quand tu enlèves l'humanité des personnes, tu les transformes en chiffres. Et ça, c'est ce que nous faisons tout le temps avec l'immigration. On parle de quantité, on parle de nationalité, de couleur, de race, mais on ne parle pas de personnes. Jamais. Et le moment qu'on parle de personnes, c'est quand on trouve des images très dramatiques d'un petit enfant mort sur la plage ou d'un petit enfant mort à la mer. Et alors, les journalistes, ils disent, pour un moment, il s'appelle comme ça, il est le petit-fils de ça et ça, ils sont partis de son pays à cause de la guerre, à cause de la nécessité. Il a trois sœurs et 6 frères. Mais par contre, tous les restes, ils sont traités comme des personnes sans sens humain, sans unité d'individualité. Et alors, quand ça arrive sur les personnages, ça change tout. Parce que ça change tout toujours. Ça change tout toujours. On ne peut pas prendre des mesures contre des chiffres, mais on ne peut pas prendre des mesures contre une personne. Parce que ça nous enlève complètement la dignité comme pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cache la vérité.
Et quand on cache la vérité, ce qu'on peut faire comme cinéaste, ce qu'on peut faire comme journaliste, c'est de dire aux gens, viens voir, je vais te montrer les problèmes. Et tu verras qu'il n'y a pas une solution facile. Alors, la prochaine fois qu'il arrive un politicien avec un discours d'autoritarisme, un discours de solutions faciles sur des problèmes difficiles, tu lui diras, ah non, je ne crois pas à vous, parce que vous dites que des mensonges. Parce que le problème, c'est plus grave, parce que j'ai vu ça, et ça, je n'ai pas une solution de comment faire avec ça. Alors, pourquoi vous parlez des solutions faciles si c'est une mensonge? Il y a dans ce personnage, Alberto, et puis donc son pendant féminin, Narole, ce côté qui interpelle beaucoup le spectateur et qui nous met très mal à l'aise, au fait. Parce que on se voit, nous, à la place de chez Alberto, et en réalité, dans tout ce film sur l'émigration, puisqu'on peut dire que maintenant c'est un genre cinématographique, on a toujours vu la question migratoire, aussi bien dans le cinéma français, espagnol, britannique, etc., du côté du migrant. Là, c'est le citoyen, c'est-à-dire nous. Et il y a comme spectatrice, une phrase qui m'interpelle, c'est « elle ne sait ». Je ne sais pas. Donc, quelqu'un qui traverse le monde avec cette phrase, je ne sais pas, c'est une posture devant la vie, politique, bien entendu, tu l'as dit, mais je ne veux pas ne pas mettre en relation ces « je ne sais pas » avec les certitudes brutales de la garde civile, cette femme, qui est aux antipodes, non seulement d'une femme de cette institution, mais aussi d'une femme tout court. Parce que d'abord, elle parle très très vite, elle utilise un langage auquel elle n'est pas habituée, il y a beaucoup de gros mots, etc. Donc c'est vraiment une façon de parler qui est tellement, tellement brutale par rapport à ces nocées. Et entre les deux, il y a nous, spectateurs. Comment tu peux vraiment expliquer cela? Je suis toujours très synthétique aux indications aux acteurs parce que je ne veux pas le mettre beaucoup des idées dans la tête et je suis plutôt pratique. Je veux qu'il fasse des choses et après, on corrige un peu. Mais dans le protagoniste du film, avec l'acteur Vito Sant, je lui ai dit seulement une chose. J'aimerais que tu fasses ces personnages comme si c'était un votant d'un parti en Espagne qui s'appelle Ciudadanos. Que c'est un parti qui a de gros problèmes maintenant parce qu'il a essayé d'être une chose et l'autre en même temps. Et ça te donne un bon résultat pendant quelques années. Alors, c'est un parti qui a surgi en Catalogne en faisant l'opposition du catalanisme, mais qui est devenu un parti en Espagne sans discours. Seulement, nous sommes le centre, nous sommes neutrales. Et ils ont soutenu des gouvernements avec les socialistes et avec les partis populaires, mais ils sont dans la neutralité. Et ces personnages du Vito dans le film, je lui ai dit, tu dois être neutral, tu dois essayer d'être une personne neutrale vers ce problème. Et par contre, les personnages de Nagore qui joue Anna Alarcón, c'est le contraire. C'est une personne, comment dire, impliquée sur le terrain. Et alors, elle a une vision très, très cruelle de la vie parce que elle est dans les problèmes, elle est dans la rivière. Alors, elle parle pas par la télévision, par l'Internet, tout ça. Elle parle des choses qu'elle vit, de sa perspective. Et c'est très dur de l'écouter parce qu'elle parle d'une façon très, très brutale. Oui. Elle parle du problème avec une sincérité qui est une blessure quand il écoute. Et qu'est-ce que tu fais comme personne neutrale entre tout ça? Et ça, c'est le problème de la neutralité. Le problème de la neutralité, c'est toujours là, que c'est un bon mot, c'est génial comme idée. Mais comme on sait très bien dans l'Europe, quand il arrive le nazisme, c'est la fin de la neutralité. C'est la fin de la Suisse comme idée. Non? Alors, je ne veux pas de problème.
Alors, il y a tous les États européens qui ont signé des accords avec les nazis pour faire un peu un regard de l'autre côté. Ce n'est pas un problème à nous, c'est un problème de l'allemand. Bon, ils ont fait ça en Tchécoslovaquie, ils ont fait ça en Pologne, mais on va essayer d'avoir un très bon rapport avec Hitler parce qu'il est une personne très importante, il est une personne avec autorité. Et ça, c'est un problème, parce que la neutralité, à la fin, c'est impossible. Quand il y a une offense, quand il y a une agression sur les droits humains, il n'y a pas de la neutralité comme solution. C'est l'implication comme solution. Et l'implication, c'est toujours un problème parce que tu dois prendre parti. Et je crois que dans les problèmes de l'immigration, on doit prendre parti parce qu'au moment qu'on prend parti, on commence à voir que les choses sont très, très difficiles. Alors, il faut faire des choses différentes à ce qu'on a fait depuis 4000 ans en regardant l'immigration, parce que l'immigration, ce n'est pas un problème contemporain. Il y a les Espagnols qui nous sont partis après la guerre, les réfugiés en France, qui ont été traités un peu comme l'immigration contemporaine. Et ils sont les Espagnols maintenant qui font le même traitement à les gens qui parlent de la guerre de Syrie, des guerres africaines, des problèmes économiques dans le monde. Alors, ça, c'est un problème qui est éterne parce qu'on n'a jamais comment dirait, un regard d'implication. On a essayé de faire un regard neutral. La grosse majorité des citoyens, essaye d'être neutral. Nous ne sommes pas ni les forces de sécurité qui font tous les problèmes aux immigrants, mais nous ne voulons pas que les immigrants soient à notre maison, à notre entourage, parce que ça change beaucoup les paysages sociaux. Et ça, c'est impossible. Et cette neutralité, c'est impossible. Et ce film, c'est un film incommode, c'est un film un peu, je crois que c'est un film ennuyant pour beaucoup de gens. Et je le vis dans la réaction d'une partie de la presse de gauche, de la presse de droite. C'est toujours incommode. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce mec David, qui est un progressiste, il a fait un film incommode. Et j'ai dit, je suis ici pour mettre un peu d'incommodité aux gens. Il y a toujours les cirques et le massage pour faire la commodité, mais je pense que la création et le journalisme, ça fait un peu incommode le monde pour les gens. C'est pour ça que les gens, ils me disent non, je ne lis pas les journaux maintenant parce que je suis fatigué des mauvaises nouvelles, je suis fatigué de l'actualité. Je dis non, tu es fatigué du monde et tu préfères aller dans un massage qu'il te dit ah, tu es génial, tu es une personne magnifique. Alors quand tu lis le journal, quand tu finis le journal, tu dis oh mon Dieu, le monde c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et moi, je pense que ça, c'est mieux pour la vie. Il faut penser, il faut regarder les problèmes. Et dans ces duos dont on a parlé, il y a l'acteur africain. Oui. Et j'aurais deux choses à te demander, à te dire. Une séquence que moi, personnellement, je trouve brutale dans le sens de secouer les consciences des citoyens endormis qui disent bon, mais les forces de l'ordre sont là pour résoudre le problème et nous, on peut continuer à vivre, etc. C'est le moment où les deux personnages sont dans un bar en train de boire quelque chose et il y a cet Africain qui vient, comme souvent en Espagne, ce n'est pas le cas en France, te vendre des babioles à quelques euros, etc. Bon. Et puis, donc, ce que je voulais te demander à ce sujet, c'est le choix de cet acteur, parce que c'est quand même très important, et puis le suivi, comment il s'est intégré finalement au tournage, etc. Et tout le parcours à travers lui qui nous amène vers ce qui va être la fin. Et donc, voilà. Ah, j'ai fait une recherche parce que c'était un parti qui était fondamental dans le film et qui n'avait pas une grande expression dans le film parce qu'il fait partie du film à la fin du film. Mais j'ai recherché une personne qui, d'une façon automatique, transmettre tout ça avec le regard, avec sa présence. Alors j'ai cherché un mec pour faire ça
Et j'ai entendu parler d'une association à Madrid, dans un quartier un peu problématique, qui avait une petite maison pour accueillir les immigrants qui sont expulsés des centres de mineurs. Quand ils sont arrivés comme mineurs, quand ils ont 18 ans, ils sont expulsés à la rue, sans connaître le langage, sans avoir un métier, sans études. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces conditions? Alors, cette association fait un petit, comment on dirait, des appartements pour ces mecs pendant des années, jusqu'à le moment où ils trouvent un métier ou un travail ou quelque chose. Et ils font à Noël, ils font ce qu'on dit la cabalgata, comme la cavalcade de Noël. Et il y a le roi Balthasar qui est toujours interprété par un de ces mecs dans ces petits appartements de l'association. Alors, il a fait ça. C'est un mec qui s'appelait Mohamed, mais qui a changé son nom pour Zidane. Génial. Pour des raisons d'admiration. C'est génial. Et alors, ce mec, il est parti quand il avait 11 ans de Guinée-Conakry, avec un ami de son père. Cet ami, il a été tué pendant la route et il est arrivé en Algérie. Il a souffert des humiliations complètes. Et en journée, quand il avait 15 ans, il est arrivé à la frontière de l'Espagne, au Maroc. Et il a attendu, entre beaucoup de gens, le moment pour sauter la barrière. Dans son cas, ce n'était pas la de Melilla, c'était la de Ceuta, qui c'est l'autre ville espagnole en Afrique. Et il est entré en Ceuta et immédiatement, comme il avait 15 ans, il était emporté à Madrid dans un avion pour être intégré dans un centre de mineurs où il a été expulsé quand il a fait 18 ans. Et je lui ai demandé, est-ce que tu pensais venir en Espagne quand tu es sorti de ton pays? Mais il m'a dit non. Je ne savais rien de l'Espagne. La seule chose que je connaissais de l'Espagne, c'était Real Madrid. Et quand il est venu, les premiers jours, il paraît que l'autobus qu'il a pris dans l'aéroport, il a croisé le Stadio Santiago Bernabéu à Madrid. Et c'était pour lui comme qu'il a découvert la réalité derrière la télé, derrière les sports, tout ça. Il a dit, ah bon, je suis à la ville de Real Madrid et tout ça. Mais lui, il est une personne très religieuse, c'est une personne très, très particulière, mais il a adoré l'expérience de faire un film. Et pour les acteurs aussi, il a été très important d'être avec lui parce que ça faisait un peu une famille avec une intégration plus universelle que l'habituel. Et ça a été très, très bien. Ça a été un très bon rapport et on continue à avoir des relations avec lui parce qu'il commence à travailler, à essayer. On a fait toutes les choses pour qu'il arrive à avoir les papiers, la documentation pour travailler en Espagne, parce que ça, c'est aussi un autre problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici et sans la documentation qui lui permet d'avoir un travail légal. Alors, ils sont exploités par beaucoup de gens qui, après, ils votent les partis les plus radicaux contre l'immigration parce que de cette façon, ils continuent à avoir des immigrants que je peux utiliser comme esclaves. Ça, je pense que c'est une interprétation un peu crue de la réalité, mais que dans le cas, par exemple, du sud de l'Espagne, ça fonctionne beaucoup. Les gens qui exploitent les immigrants sont les gens qui votent contre les droits des immigrants. Et ça, c'est très bien expliqué. Parce que si je vais avoir des esclaves à ma maison, je ne voterai jamais contre un parti qui dit non, il ne faut pas avoir des esclaves. Je vote à un parti qui dit je ne vais pas les esclaves, mais s'ils viennent, je vais les utiliser comme esclaves. Alors, c'est son problème. Ça, c'est parfait. Je crois qu'aussi dans le film, il y a un aspect, bon, il y a beaucoup d'aspects symboliques, mais il y a un aspect qui est initiatique et qui montre bien qu'à travers cet objet, qui est ce pendulo, donc qu'il retrouve au début juste du film, après le décès de sa mère, etc., et qui lui a été offert par son père. Et je crois que c'est au moment de la transmission de cet objet aux migrants, finalement, où il lui dit cette phrase vraiment que tu vas dire « Tendrás el mundo en tus manos », tu auras le monde entre tes mains. Je crois que c'est là
où on se rend compte que finalement, ces côtés complètement détachés de la réalité est rompu. Je crois qu'il passe le témoin et je voudrais croire que dans ses voyages initiatiques, il a réussi à rentrer, à comprendre ce problème de l'autre, de celui qu'il a transporté finalement sans s'être aperçu, etc. Donc je voudrais aussi, si tu pouvais nous en dire plus sur cet objet qui est particulièrement important dans le film. Oui, ça c'est une histoire un peu vraie qui part de ma famille parce que mon père, il était vendeur ambulant à domicile et une des choses qu'il vendait, c'était comment dirait, des petites choses en or et en plate aussi. Mais alors, quand il faisait des travaux dans l'or et il y avait une petite partie, il faisait une grosse partie avec l'or, une petite chose, comme on dirait, d'avoir un lingot et une chose comme ça. C'était mon père dans son travail. Alors, il a fait cette boule du monde. Et dans le film, ça représente une chose qu'on oublie toujours, que dans la fondation de la Révolution française, mais aussi dans les droits de l'homme, que c'est l'idée de fraternité. Si on oublie les termes fraternité dans nos rapports avec le monde, on oublie tout. Et ce roman que tu avais dans la main, qui en Espagne s'appelle Tierra de Campos, qui en français se titulait Bientôt viendront les jours sans toi, c'est un roman où il y a un moment que le protagoniste il cite un poète et dit « ou l'amitié ou la jungle ». Et ça, je crois que c'est l'histoire de l'Espagne, du monde. C'est l'histoire, si on ne fait pas l'amitié entre les pays, on fait la loi de la jungle, la loi du sauvage. Et le monde aussi, je crois qu'il a un sens de pendule dans le sens que c'est un peu une loterie, la place où nous sommes nés. Et avec le sens de fraternité, les gens qui sont nés dans un endroit plus problématique que les nôtres ont les mêmes droits que nous. Alors, le problème, c'est pendulaire parce qu'il y a, par exemple, si on parle dans les rapports d'Afrique en Europe, on doit dire que les Africains, ils sont venus en Europe et ils ont fait la fondation de l'homme à l'Europe. Alors, on doit quelque chose. Après ça, l'Europe est devenue une puissance économique qui a parti en Afrique pour avoir des esclaves et aussi pour exploiter les richesses naturelles. Alors, il y a les pendules aussi. Et maintenant, il y a l'Afrique qui arrive en Europe en cherchant un futur pour des familles et tout ça. Il y aura les pendules une autre fois. Et il y aura des fois que ça change. Alors, il doit comprendre que sans cette idée de fraternité, le monde est irrésoluble. Et je crois que les familles les comprennent très bien quand ils adoptent un enfant qui provient d'un pays avec beaucoup de problèmes sociaux, de problèmes de convivial et tout ça. Et ils pensent que l'enfant, au moment qu'il arrive dans sa famille, c'est son enfant, c'est son fils, c'est la fille de la famille. Alors, il a tous les droits et toute la protection de l'État. Mais si on ne pense pas à ce sens d'adoption sur le reste du monde, je crois qu'on finira dans un problème probablement civique, un problème d'impossibilité de vivre, parce qu'avec une inégalité si grande, on ne peut pas arriver à un monde pacifique. Et si on a une idée pacifique de genre humain, et ça doit commencer par cette idée de la fraternité, sinon on est perdu. Alors, je voudrais terminer par deux questions. Une question que je sais très importante pour toi, la musique. Il y a dans le film un récit qui vient aussi de tes choix musicaux. Comme cette bande est très particulière, très originale, je voudrais que tu nous en dises un peu, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas ces références. Ah bon, c'est très bien parce que j'ai appelé un ami qui est un producteur musical qui s'appelle Javier Limón, qui fait beaucoup de disques sur la musique du monde, qu'il vient du flamenco, mais qu'il a découvert avec
comme tous les personnes qui ont étudié le flamenco, que c'est une musique très proche de la musique arabique et de la musique du Moyen-Orient et qui a des rapports très, très profonds aussi avec la musique africaine. Alors, on n'est jamais dans une invention complètement isolée du monde. On est dans cette transmission totale. Alors, je lui ai demandé, je voudrais faire une musique pour le film qui donne l'odeur de cette transmission constante. Alors, il m'a parlé d'un violoniste qui est d'origine irakienne, mais qui habite en Espagne maintenant, qui a fait cette musique et quand il joue les violons, je l'avais entendu jouer dans un théâtre et quand il joue, tu sens la profondité de la musique du Moyen-Orient. Tu sens c'est comme quand tu voyages dans la ville de Jérusalem ou dans Damasco. Au moment que tu mets les pieds dans une ville comme ça, tu as un sens de le poids de l'histoire. Et c'est très profond. Et c'est très important de visiter cette ville, ce pays, parce que tu comprends un peu l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, ce n'est pas un accident, c'est un processus en continu. C'est un processus permanent de transformation, d'émigration, de changement, d'amélioration des conditions, de transformation d'une idée ou d'un concept musical, artistique, personnel, familial dans une autre, pour évoluer, pour appartenir dans une autre société. Et lui, il a fait ça et j'ai demandé aussi d'avoir une flottiste, une femme flottiste que j'aime beaucoup, qui vit à New York, mais qui est d'origine israélienne, qui s'appelle Tali Rubinstein. Et ils ont fait tous les deux une musique très, très complexe et très riche. Et en même temps, tu te donnes tout le temps un sens de profondité parce que Melilla, c'est une ville très nouvelle. C'est une ville construite à l'année 1900. Mais c'est une ville faite sur le poids de l'histoire, non? Et ça, pour moi, c'est comme ces villes, on voit tout le temps à la télé, quand on voit les nouvelles du monde, ils partent toujours de 4-5 villes dans le monde. Bagdad, Damasco, Nord d'Afrique, Égypte, Caïro, Jérusalem. Ça continue à être le centre du monde. Même si on habite à Paris, on habite à Nantes, à Madrid, et on pense on est dans le centre du monde, c'est pas vrai. Le centre du monde, ça continue à être où s'est fondée l'histoire de l'humanité. Alors, j'avais commencé en disant que tu es journaliste, écrivain, réalisateur et scénariste ou co-scénariste. Et pour faire le lien avec la deuxième partie de ce festival qui se passera au mois de mai, et dans les salles, nous l'espérons, au 14A, que tu connais bien, et je sais, et nous savons tous, que tu as fait le scénario du film de Fernando, ton frère, L'oubli que nous serons. Comme c'est le premier film que nous allons montrer quand les salles vont ouvrir, nous voudrions que tu fasses la transition entre le film que tu as réalisé et écrit et puis ce film pour lequel tu as fait le scénario. Comme ça, on fait presque une saga. Il nous restera Jonas Trueba pour une autre interview. C'est un film, L'oubli que nous serons, c'est un film qui part d'un roman, d'un livre de Héctor Abad Faciolin fait sur la figure de son père. Et quand on a commencé le film, la seule idée, c'était de faire plus populaire, les parcours personnels de cette mec, de cette docteur, qui était le docteur Héctor Abad Gómez, en Colombie. C'est un docteur qui a une vie dédiée au sens de la santé publique, au sens de l'arrivée de la santé pour toutes les personnes dans son pays. Et ça, c'est une idée de la démocratie et de la fraternité très, très proche à ce qu'on parlait avant. Mais tu vois, l'histoire, c'est toujours une formidable ironie sur la vie des personnes. Parce qu'on a fini le film, et on n'a pas pu sortir le film en salle parce que c'est la pandémie qui est arrivée. Et le protagoniste du film, il se passe tout le temps à parler à son petit enfant
de l'hygiène, C'est vrai. de se laver les mains, d'avoir une protection de santé, d'avoir une bonne santé publique, parce que sinon, un pays est très faible. Et tout d'un coup, on a découvert que c'est un film d'actualité, quand on pensait que c'était un film au contraire à l'actualité. C'est un film d'actualité parce qu'il parle de l'effort des personnes pour essayer de faire un monde solide. Et tu ne peux pas faire un monde solide avec solidité sans santé publique. Et tu ne peux pas faire un monde solide sans éducation publique. Ce sont les deux choses qui ouvrent les portes de l'égalité. On a parlé avant de la fraternité, mais on va parler un peu de l'égalité parce qu'on parle beaucoup de la liberté tout le temps. Il y a les gens qui disent la pandémie, ou les restrictions sociales, ça c'est une dictature. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense que la liberté, c'est un concept que j'ai pensé que c'était formidable, mais que je vois qu'il est dans la bouche toujours des personnes qui nient la liberté des autres. Des personnes qui utilisent les mots liberté pour faire la campagne politique. Mais l'égalité, c'est une autre chose, parce qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. Parce que l'égalité, c'est que si tu as un enfant et l'enfant tombe malade, tu as une possibilité de le guérir. Et ça, te le donne la santé publique. Et l'égalité, c'est que si tu nais dans une famille sans argent, sans une bonne position sociale, il y a des places dans le monde où l'État te dit non, tu vas être élevé comme tout le reste. Tu vas avoir les possibilités d'arriver à une connaissance culturelle, artistique, comme tout le reste. Et ça donne une place de sortie dans l'égalité, qui n'est pas complètement égale toujours, parce que, comme on sait, le statut familial marque toujours les destins des personnes. Mais par contre, l'effort pour faire une monde solide, ça part de ça. Alors, le film est devenu un film d'actualité, complètement le film le plus opportun du monde, sans le chercher, parce que la seule chose qu'on voulait faire, c'est d'expandir un peu, faire tout le monde partie de cette histoire qu'on avait écouté raconter Hector, le fils, et que pour nous, c'est une histoire modélique, une histoire, comme on dirait, je me sens dans un sens apostolique, comme on dirait, qu'est-ce que tu dois faire dans le monde. Non, je dois parler des personnes qui font bien dans le monde, des personnes qui font des choses utiles pour le monde, des personnes qui ont une générosité incroyable et qui ne sort jamais dans les journaux, il ne sort jamais dans la liste de très riches du monde, la liste Forbes et la liste de Amazon, ni Google, ni n'importe où. Mais ils sont des personnes importantes. Alors Fernando, il a décidé de faire ce film et il m'a demandé, l'auteur et lui, ils m'ont demandé d'essayer de faire un scénario. C'était une chose pas facile parce que le récit, c'est pas un récit narratif, c'est un livre un peu, comme on dirait, d'un parcours émotionnel, les souvenirs d'un enfant sur son père, mais j'essayais de mettre en ordre tout ça pour donner le plaisir de voir un film, mais aussi donner le plaisir à la fin du film de partager la vie d'une personne qui s'est sacrifiée pour que son pays soit un peu mieux qu'il était quand il est arrivé dans le monde. Bon, mais merci beaucoup. Je crois que tous les trois, donc toi David, Fernando et Jonas, si je pouvais résumer ça, comme vous n'êtes pas devant moi, je ne vais pas rougir, je dirais que tous les trois, pour nous spectateurs, vous savez, cette capacité à débusquer finalement les anti-héros. Donc, ces personnes qui se faufilent dans les plis de l'histoire. Et je pense que ce cinéma-là est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Et nous avons hâte de vous retrouver en présentiel. Et puis, en tout cas, donc, pour Fernando, ce sera, on l'espère, au mois de mai. Et si toi, tu es disponible, on serait vraiment heureux tous de te retrouver. Je t'embrasse au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup, David. Non, merci à vous pour le travail que continuez à faire avec le cinéma espagnol en France. Et merci, et je suis à votre disposition toujours.
Gracias. Merci.